Ce n'est encore qu'un petit halo. Personne ne le voit. Mais lui, il sait que de là viendra l'incendie. Un incendie immense va venir. Et lui, en plein cœur de ça, il faudra qu'il se débrouille, qu'il continue à vivre comme auparavant. Comment cela va-t-il? Ça va, et vous-même? Ravagé par le feu consciencieux et dévorateur. Il est devant lui un tigre immobile. Il n'est pas pressé. Il a tout son temps. Il a ici son affaire. Il est inébranlable. Et la peur n'excepte personne. Quand un poisson des grandes profondeurs, devenu fou, nage anxieusement vers les poissons de sa famille à 600 mètres de fond, les heurte, les réveille, les aborde l'un après l'autre. Tu n'entends pas de l'eau qui coule, toi? Et ici, on n'entend rien? Vous n'entendez pas quelque chose qui fait tch? Non, plus doux. Faites attention, ne remuez pas, on va l'entendre de nouveau. Ô peur, maître atroce. Le loup a peur du violon. L'éléphant a peur des souris, des porcs, des pétards. Et l'agouti tremble en dormant. Bonsoir à toutes et tous. Les remarques qui suivent seraient pour effectuer, s'il se peut, un retour en arrière. Et comme vous le verrez, la question de savoir si les retours en arrière sont seulement possibles ne sera pas absente de l'horizon de nos réflexions. Voici un peu plus de 15 ans, un peu moins de 20 ans, j'étais inscrit en thèse et je me trouvais encalminé dans l'équivalent intellectuel et existentiel de ce que les marins, au temps de la marine à voile, appelaient le poteau noir. Pas un souffle de vent, les voiles affalées, on n'apercevait plus aucune terre. Mes marins s'occupaient comme ils pouvaient sur le pont, ayant déjà appliqué à fond la maxime maritime valable en pareil cas, vous la connaissez, hein. Vous savez ce que disent les marins, saluer tout ce qui bouge et repeigner le reste. J'avais salué tout ce qui bougeait, même ce qui ne bougeait pas, ou plus beaucoup, du côté des autorités académiques légitimes. J'avais même lu tout Jürgen Habermas. C'est dire si mon respect des hiérarchies était profond. Et pour ce qui était de repeindre, je m'y étais employé à la manière dont procèdent en pareil cas les doctorants perdus, en rédigeant des plans. Beaucoup de plans. Des grands A et des petits B à ne plus que savoir en faire. C'est alors que j'eus l'idée, en quelque sorte, d'organiser moi-même une minuscule tempête, dans un verre d'eau, comme on dit cet été. J'installais, au seuil de chacune des parties du plan que je m'étais donné, une strophe extraite d'un poème d'Henri Michaud, me donnant pour contrainte celle-ci, que le commentaire que je proposerais explicitement de l'œuvre de Michel Foucault, c'était l'objet de ma thèse, que ce commentaire donc, mené avec toutes les formes du sérieux académique, soit secrètement, pour moi seul, l'exégèse rigoureuse de ces quelques lignes de Michaud qui en constituaient l'incipit. De sorte que le titre que j'avais alors choisi pour ma thèse de doctorat, qui s'appelait « Inquiétude des sols », puisse apparaître comme un décalque ésotérique du titre du recueil d'où les poèmes étaient issus, qui s'appelle « La nuit remue ». Tout à ce petit jeu, j'empruntais fort logiquement ma conclusion à l'une des strophes du poème que je vous ai lu en commençant, et qui s'intitule, cela je ne vous l'ai pas dit, « Sous le phare obsédant de la peur », titre dont il me semblait qu'il n'y en avait pas de meilleur, tant
Il résume parfaitement les analyses que Foucault consacre au panoptique dans Surveiller et punir. Qu'est-ce qu'un panoptique, sinon le phare obsédant de la peur? Je choisis à cette fin la strophe consacrée aux poissons, qui s'inquiètent de l'eau, dont il me semblait qu'elle était tout à fait adéquate à la question que j'essayais de poser. Ma question, c'était celle-ci: comment peut-on, de l'intérieur d'une conjoncture dans laquelle on se trouve plongé jusqu'au cou, à laquelle on ne saurait rêver d'échapper, une fois dépris de toute forme de transcendance ou d'appui extérieur, comment peut-on mener tout de même quelque chose comme une critique? Comment peut-on élever tout de même quelque chose comme une alarme, une alerte? Bref, introduire dans cette situation le minimum d'écart et de distance sans lesquels penser est tout simplement impossible. Et il se trouve, voici le point, qu'obnubilé par mon problème, je n'avais pas vu. J'étais resté parfaitement indifférent à la manière dont ce poème, sous le phare obsédant de la peur, se dispose selon l'ordre du temps, s'organise comme un triptyque: l'incendie, le tigre, le poisson. Triptyque qui tout à la fois mime, retourne et affole les directions de l'avant, du pendant et de l'après, directions qui organisent notre conscience de l'existence et de l'histoire. Voyons-y de plus près. Que fait ce poème? D'abord, à mesure qu'il pivote du feu à l'eau, du quidam au poisson en passant par le tigre, Michaud interroge la façon dont la peur installe une porosité folle entre ceux qu'elle affecte et ce qui la suscite, entre les hommes et la conjoncture effrayante de leur temps. Du halo, du petit halo, on ne saurait dire s'il est extérieur ou intérieur à l'homme. Le poisson des grandes profondeurs nage littéralement dans l'effroi, il le boit et il le respire autant qu'il l'entend. Quant au face-à-face avec le tigre, il s'organise autour d'un pronom. Je vous le rappelle, il est devant lui un tigre immobile, il n'est pas pressé. Pronom il, dont on ne saurait dire s'il désigne le fauve, sa proie terrifiée, ou l'élément impersonnel, ce il est, qui les saisit et les fige ensemble à l'arrêt. Le poème fait cela. Mais dans le même mouvement, il prend soin d'opérer au moins deux inversions remarquables. D'abord, il met l'avenir, l'avenir, un incendie immense va venir, avant le passé. Il met le pressentiment, l'annonce d'un futur inéluctable, avant l'impression incertaine, aux limites de l'ouïe, aux limites des ouïes, marquée par un irrattrapable après-coup. Le comique terrorisé d'une découverte de l'eau coule dans l'océan depuis toujours. D'autre part, à ce trouble dans la chronologie, où l'annonce d'un incendie à venir précède, comme une certitude acquise, l'improbable soupçon d'une eau qui, elle, a toujours été là, Michaud prend soin d'associer deux attitudes symétriques et inverses, attitudes dont chacune disconvient à la situation. Qu'un incendie approche, et il faudra faire comme si. S'efforcer poliment de se conduire à rebours de toute alarme, sous l'effet d'une obligation, il faudra qu'il se débrouille, dont on perçoit mal la nature. Ne pas bouger. Et contrastant avec cette constance paradoxale, la danse agitée du poisson apparaît également aberrante. Elle ne consiste pas à s'alarmer de ce qui va venir pour aussitôt rester en place, mais à sonner l'alarme pour ce qui a déployé déjà la totalité de ses effets, dans quoi l'on patauge si radicalement que les minces chuintements décelés par ce lanceur d'alerte témoignent pour une énormité à la découverte de laquelle peut-être son petit cœur de poisson ne résisterait pas. Voici donc que le poème, dans le triptyque central qui le compose, je viendrai à la conclusion plus tard, distribue autour de l'instant arrêté d'un face-à-face avec le tigre, instant
et éternité, mais éternité d'avant le bon. Des scènes où l'incendie à venir précède l'océan profond, fait bouillir l'eau, lui communique son inquiétude. Où l'advenue du feu s'énonce sur le ton de la certitude, mais la présence de l'eau sur le mode du soupçon. Où, à l'imminence de l'un et à l'évidence de l'autre, répondent des postures qui déjouent le partage attendu de l'action et de la sagesse. On sait que le feu vient et l'on ne bouge pas. On sent la mer peser et on s'en inquiète. Triple question donc. Comme enroulé autour d'un présent où l'instant et l'éternité sont aussi impartageables que le fauve et sa proie, question d'une discordance des temps, question d'une dissonance des manières d'en prendre connaissance, question enfin d'un désajustement des façons d'y répondre ou d'en répondre, comme de sa vie même. Ce faisceau de questions, voici un peu plus de 15 ans, un peu moins de 20, je crois bien que je ne les avais pas vus. Et il y a toujours quelques risques à faire passer sa distraction pour un signe d'époque, mais je pense que si je ne les avais pas vus, c'est que l'actualité de ce trouble dans le temps s'imposait peut-être moins alors qu'aujourd'hui. On ne parlait pas beaucoup, entre 2000 et 2003, de lanceurs d'alerte, et c'est en 2002, que j'ai vérifié tout à l'heure, que Jacques Chirac a prononcé à Johannesburg son fameux discours sur la maison qui brûle, alors que nous regardons ailleurs. S'imposait, au seuil des années 2000, la question de savoir comment on pouvait utiliser une pensée d'hier, celle de Michel Foucault, qui n'était déjà plus notre contemporain, pour des questions aujourd'hui. Mais il ne me serait pas venu à l'esprit de demander, de façon aussi pressante, à mon auteur de chevet, ce que pouvait bien vouloir dire aujourd'hui. Et au fond, si je ne savais pas, je ne songeais pas que les crises de notre temps, à propos desquelles je le mobilisais, soient une crise du temps lui-même, de l'expérience du temps. Quelque chose, de ce point de vue, a basculé. Alors, je ne m'attarderai pas longtemps en détailler les raisons. Je pense que d'autres conférences de cette semaine consacrées à la confusion des temps s'en chargeront, qu'il suffise de rappeler qu'au moment même où je souffrais pour articuler ma thèse, entre 2000 et 2003, les avions projetés sur des tours jumelles signaient une entrée dans le siècle, marquée au sceau de la guerre contre le terrorisme, guerre dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle défait absolument toute tentative pour distinguer des temps de guerre et des temps de paix. L'inscription dans le droit commun français des dispositions de l'état d'urgence l'année dernière en est un signe de plus. Dans le même temps, alors qu'on débattait autour de moi, entre 2000 et 2003, de l'effectivité de la notion de fin de l'histoire, s'imposait doucement, tout doucement, goutte à goutte, le sentiment que parler de crise écologique, décidément, ça n'allait pas. Parce que d'une crise, on sort, et que de cette crise-là, on ne sortirait sans doute pas. Sa fin ne viendrait pas. De sorte que l'année même où je soutenais, avec retard, une thèse de doctorat dont le concept de crise constituait l'un des enjeux centraux, l'historien François Hartog introduisait dans son livre sur les régimes d'historicité, sous le nom de présentisme, l'hypothèse que l'idée même de crise était entrée en crise, parce que tout s'était réorganisé autour du seul présent, que le passé comme le futur était devenu en quelque sorte indisponible et que parler de crise sans parler de passé ou de futur, c'était un vrai problème. Si jeune, donc, et déjà en retard. Comme le poisson de Michaud, je m'inquiétais de l'eau qui coule dans un monde submergé et noyé. Quoi du temps dans l'exercice d'une réflexion critique en un temps où le temps lui-même est dans un état critique. Si le philosophe Patrice Leraut a publié voici longtemps un beau livre intitulé « Le tempo de la pensée », il y aurait à écrire aujourd'hui un tempo de la critique. Il y aurait à se demander ce que peut vouloir dire encore l'ambition nietzschéenne, celle qu'on trouve dans la deuxième considération inactuelle, je la rappelle, agir contre le temps et donc sur le temps et
On peut le souhaiter au bénéfice d'un temps à venir. Mais voilà, on peut le souhaiter. En 2000, on ne s'arrêtait pas à cette incise, hein, à cette concession ou à cette prudence. Peut-on encore souhaiter cela? Peut-on encore souhaiter de l'exercice critique qu'il s'exerce au bénéfice d'un temps à venir? De la posture critique elle-même, de la position du penseur, du théoricien, de l'intellectuel, qu'il s'ordonne, s'organise en vue d'un tel horizon d'avenir? Cette question, il me semble qu'elle gagnerait à être posée encore à Foucault ou à partir de Foucault. Entre les cloches et les sirènes, nous sommes absolument à notre affaire. Il me semble qu'il serait intéressant de la poser à Foucault ou avec Foucault parce que, pour une raison simple, c'est que ce primat du présent, Foucault l'aura voulu. Comme on dit, tu l'auras voulu. Il l'aura voulu non au sens d'un goût ou d'une préférence, mais au sens où, chez Nietzsche, l'épreuve de l'éternel retour consiste à le vouloir, c'est-à-dire à en reconnaître la nécessité de manière telle que rien ne déborde, aucune alternative, aucune échappatoire ne ressort, ne vient border encore cette certitude. Il n'y a que cela. Chez Foucault, Foucault est l'un des auteurs à qui l'on peut demander où nous en sommes à présent, dans la mesure où il aura d'abord comme personne affirmé la nécessité pour la critique de s'enfoncer dans la seule dimension du présent, comme il le dit très tôt, dès l'histoire de la folie, la folie où s'abîme l'œuvre, c'est l'espace de notre travail, ou encore dans les mots et les choses, tout ceci forme encore l'espace immédiat de notre réflexion, nous pensons en ce lieu. Partons de là. Dès ses premiers travaux, le temps de la pensée chez Foucault, c'est le temps du présent, du seul présent, d'un présent en quelque sorte aminci, rendu à son étroitesse radicale, à l'impossibilité de s'adosser à quoi que ce soit d'autre qu'à un « c'est ainsi maintenant ». On dirait c'est bizarre, c'est un auteur qui fait de l'histoire. J'y viens. En d'autres termes, Foucault procède, à propos du présent, à une sorte de triple désherbage. D'abord, éviction du présent d'éternité, que les philosophes aiment bien utiliser d'habitude. Non, la raison, la liberté, la justice, la sexualité, le corps ne sont pas des entités de toujours. Deuxièmement, éviction d'une lecture du présent posée comme un accomplissement dans une progression graduelle. Non, la prison n'est pas le résultat d'une histoire progressive de l'humanisation des peines. Troisièmement, éviction d'une lecture du présent comme révélation, comme rideau déchiré, comme dévoilement d'une nature trop longtemps ignorée ou mal interprétée. Non, la folie n'est pas, en vérité, une maladie mentale, comme si il fallait opposer les moments où on ne le savait pas et nous qui le savons enfin. Pour le dire autrement, et un peu techniquement, Foucault ne cesse de parcourir à rebours le chemin de Hegel, Hegel qui, dans la phénoménologie de l'esprit, part de la certitude sensible, ici, maintenant, mais pour en déployer les contradictions jusqu'à rejoindre à l'autre bout du livre une transparence à soi-même de l'esprit qui s'est faite histoire. Foucault fait autre chose. Il dit qu'il faut s'en tenir à la question du maintenant. Je cite, « Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et qu'est-ce que c'est que ce maintenant à l'intérieur duquel nous sommes les uns et les autres et qui définit le moment où j'écris ?» C'est donc « Qu'est-ce que les lumières ?» Il faut toujours, s'agissant de la manière dont Foucault aborde la question du temps, de son temps, les questions de son temps, il faut toujours être attentif à un double mouvement. D'un côté, Foucault est celui qui va passer les universaux au crible ou au tamis de l'histoire. Histoire de la folie, naissance de la prison,
naissance de la clinique, histoire de la sexualité, de manière à montrer que la raison, la liberté, le corps sont sensibles, dépendants des conjonctures et des systèmes de pensée. Mais de l'autre côté, Foucault ne passe pas seulement les universaux au tamis de l'histoire, il passe l'histoire elle-même au crible d'une machinerie qui lui retire toute capacité à déterminer des orientations générales. Il la fait passer dans ce qu'il appelle, dans l'ordre du discours, je cite, « la petite et odieuse machinerie du hasard, du discontinu et de la matérialité ». On peut donc dire qu'il y a chez Foucault du temps, une forme vide, un calendrier. Première phrase de Surveiller et punir. Damien avait été condamné le 2 mars 1757 à faire amende honorable. Bon. Il y a des temps, l'âge classique, la modernité, de manière un peu scolaire, mais certainement pas le temps comme réalité à laquelle nous pourrions nous en remettre. Si on se demande maintenant ce que deviennent, dans cette sorte de restriction ascétique de la conception du temps, ce que deviennent les temps, le présent, le passé, le futur, il me semble qu'on peut dire ceci. D'abord, Foucault fait glisser les valeurs d'incertitude ou de contingence traditionnellement attachées à l'avenir du côté du passé. Aristote avait une théorie des futurs contingents. Foucault ne nie certes pas la réalité de ce qui a eu lieu, mais il en rend compte de telle manière que la contingence de là où nous en sommes apparaisse clairement. Foucault fait de l'histoire non pour dire ce qui est fait, mais ce qui a été fait peut être défait. Une citation, là encore, de Qu'est-ce que les Lumières ? Cela veut dire du coup que le passé recueille tout ce qui a pu être déterminé, mais que du futur, rien de déterminable ne saurait être posé. Tout simplement, les livres n'en diront rien. Le penseur n'en prescrira rien. Il suffit pour s'en convaincre de lire la dernière phrase de Surveiller et punir et la note. C'est rare un livre qui se termine sur une note. La note qui l'accompagne, la dernière phrase se termine par « Il faut entendre le grondement de la bataille », point. Et on note « J'interromps ici ce livre qui doit servir d'arrière-plan historique à diverses études sur le pouvoir de normalisation et de formation du savoir moderne. » Le livre se termine à l'instant de passer au futur sur une interruption. Et lorsqu'on venait voir Foucault en lui disant « Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quel est votre programme ?» il répondait « Commencez par rendre la prison de Saint-Quentin plus humaine. » Autrement dit, il refusait de tracer des directions ou des orientations générales pour l'avenir. Ceci, cette sorte de jeu de torsion des rapports traditionnellement admis en philosophie entre le passé et l'avenir, on peut le lire de manière très précise dans plusieurs passages où Foucault adopte une étrange stratégie d'écriture. Ces passages, on les trouve dans un texte de 1964, mais aussi dans un texte de 1976, et à chaque fois, Foucault va s'exprimer, vous allez le voir, depuis l'avenir, mais de manière à faire apparaître la singularité au passé de la position qui est la nôtre. Je cite, un peu abstrait, il faut mieux citer. Peut-être un jour, on ne saura plus bien ce qu'a pu être la folie. Sa figure se sera refermée sur elle-même, ne permettant plus de déchiffrer les traces qu'elle aura laissées. Ces traces elles-mêmes seront-elles autre chose pour un regard ignorant que de simples marques noires ? En 1964. En 1976, peut-être un jour s'étonnera-t-on. On comprendra mal qu'une civilisation si vouée par ailleurs à développer d'intenses appareils de production et de destruction ait trouvé le temps et l'infinie patience de s'interroger avec autant d'anxiété sur ce qu'il en est du sexe, etc. On voit que dans ces deux cas, le futur est inscrutable, mais peut constituer le point imaginaire depuis lequel nous apparaissons à la fois étranges et explicables. Autrement dit, on est ici aux antipodes de la stratégie du tribunal de l'histoire. Foucault ne dit pas « l'histoire nous donnera raison », il dira
l'histoire nous trouvera bizarres. Disons les choses d'une autre manière encore. Vous voyez comment j'essaie de cerner par là ce que Foucault fait du temps et ce que Foucault fait de sa propre posture vis-à-vis du temps. Quelle est la responsabilité? C'est une question que pose Max Weber dès le début du XXe siècle. Quelle est la vocation du savant? Qu'est-ce que le savant doit dire? Quel genre d'adresse doit-il faire à l'égard du présent et de l'avenir? Bien, on peut dire de ce point de vue qu'il y a une constante chez Foucault. Foucault se définit de multiples manières, il multiplie les métaphores, il se dit tantôt artificier, tantôt archiviste, tantôt cartographe, mais il y a une chose qu'il fait constamment, c'est de refuser la posture, toute forme de posture, prophétique ou oraculaire. Il y a chez Foucault un portrait de l'intellectuel en anti-prophète, dont on pourrait montrer qu'il constitue une sorte de contre-épreuve à chacune des périodes de son œuvre. Être un intellectuel, c'est refuser toute forme de prophétisme. Dans les années 60, les choses se disent de manière à la fois esthétique et épistémologique. Le prophétisme, c'est fini dans la science et c'est fini dans la littérature. Il l'écrit ainsi. Écrire pendant des siècles, c'est ordonner au temps, s'adressant ou non au passé, se soumettant à l'ordre des chronologies ou s'appliquant à le dénouer, l'écriture était prise dans une courbe fondamentale qui était celle du retour homérique, mais celle aussi de l'accomplissement des prophéties juives. Le XXe siècle est peut-être l'époque où se dénoue de telles parentés. On ne sera pas un prophète. Dans les années 1970, autre motif, mais même sanction. Le motif est cette fois politico-militant. La question n'est pas celle du privilège que les catégories de la prophétie donnent au temps, mais celle du privilège que celui qui endosse le rôle du prophète, qui reconduit le discours prophétique, celui-là, le privilège que celui-là s'arroge sur les événements et sur les autres. Cette critique-là, cette critique de la prophétie comme position d'autorité, c'est celle qu'on trouve par exemple dans l'ouverture de la volonté de savoir à propos du discours sur la révolution sexuelle. Ce n'est pas que l'idée de révolution sexuelle soit antipathique à Foucault, c'est qu'elle lui paraît reconduire quelque chose du discours prophétique. Je cite, « Quelque chose de la révolte, de la liberté promise, de l'âge prochain d'une autre loi passe aisément dans ce discours sur l'oppression du sexe. Certaines des vieilles fonctions traditionnelles de la prophétie s'y trouvent réactivées. À demain le bon sexe. C'est parce qu'on affirme cette répression qu'on peut encore faire coexister discrètement ce que la peur du ridicule ou l'amertume de l'histoire empêche la plupart d'entre nous de rapprocher. La révolution est le bonheur, ou la révolution est encore autre, plus neuf, plus beau, ou encore la révolution est le plaisir. » Et il faudrait aussi montrer, en prenant garde de respecter le temps, dans une conférence sur le temps, on pourrait aussi montrer comment, dans ses derniers travaux, Foucault construit la position de ce qu'il appelle le parésiaste, celui qui exerce dans la Grèce antique le franc-parler, la parésia, le franc-parler, le parler direct et franc. Bien, il faudrait montrer que Foucault construit cette position contre la position du prophète. À la fois typologiquement, le parésiaste parle pour lui-même, le prophète parle toujours au nom de quelqu'un d'autre. Le parésiaste parle au présent, le prophète parle pour l'avenir, etc. Le prophète parle obscurément, le parésiaste parle clair. Mais même généalogiquement. Il est très frappant, par exemple, de lire l'interprétation que Foucault propose du Ion d'Euripide, de la tragédie d'Euripide qui s'appelle Ion, qui est une histoire assez embrouillée. Ion, c'est le fils caché de l'union forcée entre Apollon et Créuse. Et l'identité de Ion est cachée, mais se dévoile finalement à Delphes, mais pas sous l'effet de la parole de la Pythie, donc de la prêtresse d'Apollon, parce que Apollon a caché la vérité à la prêtresse. Si l'identité de Ion se dévoile, c'est parce que sa mère Créuse lance une protestation dans la pièce, en disant aux dieux, vous êtes des arrogants, vous vous arrogez des droits sur les mortels que rien ne justifie.
Et nous, pauvres mortels, nous en souffrons. Autrement dit, pour que l'identité de Yo apparaisse, eh bien, celle-ci doit être arrachée à l'oracle, pour que le droit de parler en vérité à la communauté politique, c'est ce que Ion incarne, Ion c'est le premier citoyen grec, si vous voulez, pour que le droit de parler à la communauté politique présente s'exerce, il faut l'arracher à la parole d'oracle comme parole à la fois arrogante dans sa manière de poser l'avenir et impuissante car compromise avec les abus de pouvoir. Et la prise de parole ne peut advenir qu'en se faisant l'héritière d'une parole sans pouvoir, d'un cri d'injustice, du cri d'injustice d'une femme humiliée qui ne peut s'autoriser d'autre droit que son refus même. Il faudrait relire cette pièce et l'interprétation que Foucault en donne aujourd'hui, car cette idée que la citoyenneté est comme fondée dans la parole des femmes, comme destitution des voies d'autorité, cette idée-là n'est pas étrangère à notre temps. Il faut, à mon avis, prendre au sérieux, on pourrait montrer que ce motif court dans d'autres textes de Michel Foucault, il faut prendre au sérieux les interprétations que Foucault propose des tragédies dans les années 70 et les années 1980. C'est le moment où il a renoncé à traiter directement de littérature, mais la tragédie, c'est encore ce médium par lequel Foucault énonce assez directement le fond de position que, par ailleurs, il s'applique à masquer. La tragédie, c'est au fond ce par quoi nous accédons au fond de l'affaire chez Foucault. Eh bien, le fond de l'affaire chez Foucault, c'est qu'on est un parésiaste, on est un diseur de vérité, on exerce le courage de la vérité, c'est le titre de son dernier cours, que pour autant qu'on n'est pas un prophète. Autrement dit, il n'est de pensée du présent qu'agressivement tendu contre le discours qui prétend s'énoncer au nom et en vue d'un avenir qu'il sait. Le présent donc. L'ontologie du présent comme seul bagage. Dans les textes que Foucault, durant les dernières années de sa vie, consacre à cette idée, il insiste fréquemment sur la modestie d'une telle position. Il dit au fond, vous savez, j'en ai fini avec les grandes théories, je me contente modestement de poser la question de savoir où nous en sommes à présent, maintenant. Il faut toujours se méfier des protestations de modestie de Michel Foucault. Michel Foucault a une façon de dire « Ma modestie atteindra des sommets que votre ambition ne saurait rêver de gravir ». De même ici, on ne perdra pas de vue que cette idée d'une pensée au présent, elle a deux corrélats qui sont plutôt difficiles. D'abord, elle va de pair avec cette idée que le présent, c'est par définition ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne sait pas voir, ce qui est le plus difficile à voir, à dire ou à déceler, comme l'océan pour le poisson. On trouve cela, par exemple, dans un entretien que Foucault donne au Japon qui, comme vous savez, est la patrie de la modestie ambitieuse. Il est frappant de voir que Foucault y reprend un motif qu'on pourrait trouver quasi dans les mêmes termes chez Maurice Merleau-Ponty. Je cite « Il y a longtemps qu'on sait que le rôle de la philosophie n'est pas de découvrir ce qui est caché, mais de rendre visible ce qui précisément est visible. C'est-à-dire de faire apparaître ce qui est si proche, ce qui est si immédiat, ce qui est si intimement lié à nous-mêmes qu'à cause de cela, nous ne le percevons pas. » Percevoir le présent exige une ascèse, un exercice de chaque instant. Première précaution, première limite, première ambition enveloppée ou encapsulée dans cette modestie. Deuxième remarque, deuxième ambition ou deuxième risque, une pensée qui s'énonce au présent, c'est aussi une pensée sans appui. Autrement dit, une pensée dans laquelle rien ne préserve ou ne prémunit le penseur, ni ne lui confère une sorte de surélévation par rapport à ce présent qu'il pense, par rapport à la communauté à qui il s'adresse.
Autrement dit, il y a dans l'ambition de penser non seulement le présent, mais à partir du présent, comme une précarité foncière qui ne peut littéralement s'autoriser de rien, en tout cas pas de ce mouvement de recul, vous savez, de l'arrière de la main qui consiste à dire ou à faire entendre ou à laisser entendre qu'on en sait long, qu'on parle de loin, et que, au fond, on ne sera pas démenti par les faits qu'on entend interpréter. À cet égard, les textes où cette ascèse d'une pensée au présent, cette ascèse est la plus lisible, ce sont peut-être les textes que Foucault consacre, et ce sont des textes compliqués, à la révolution iranienne, en 1979. Texte dont le caractère problématique est patent, mais après tout, nous ne sommes pas du tout là pour chanter Foucault. Qu'il y ait dans ces textes un mélange de lucidité impressionnante et d'aveuglement tout aussi impressionnant me paraît assez clair. Foucault a vu que la révolution iranienne n'était pas une révolution sociale sous les atours du religieux. Il n'a pas vu, ou pas voulu voir, ou ça n'est pas ce qui l'intéressait de voir, que les islamistes avaient un agenda politique, directement politique. Je tiens à cette formule d'Olivier Roy, qui commentait précisément ces textes il y a quelques années, de manière très intéressante. Ce qu'il faut se demander, ce qui est intéressant de se demander, c'est ce que Foucault fait en 1979 quand il part en Iran, puis quand il en revient pour en raconter des choses. Et lorsque nous regardons les textes où il explique ce qu'est sa démarche, il est frappant de retrouver cette même forme de torsion du futur et du présent que nous avons déjà rencontré tout à l'heure sous une autre harmonique. Je vous cite un entretien. Il viendra un moment où ce phénomène qu'on essaie d'appréhender et qui nous a si fort fascinés, l'expérience révolutionnaire elle-même, s'éteindra. Il y a eu littéralement une lumière qui s'est allumée en eux tous et qui les baigne tous en même temps, ça s'éteindra. À ce moment-là, apparaîtront les différentes forces politiques, les différents courants, il y aura des compromis, ce sera ceci ou cela, et je ne sais pas du tout qui va gagner, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui puisse le dire autrement. Ça disparaîtra. Autre chose s'est passé, un phénomène a traversé le peuple entier, et un jour s'arrêtera. À ce moment-là, ne resteront plus que les différents calculs que chacun n'a pas cessé d'avoir en tête. Et à propos du discours qu'on pourra alors tenir sur le jeu politique, Foucault écrit « ce sera exact et en même temps pas vrai ». Tout cela deviendra un jour, aux yeux des historiens, le ralliement des classes supérieures à une gauche populaire, etc. Ce sera une vérité analytique. Vous voyez que, de manière frappante, Foucault parle au futur, du présent. Mais il ne s'agit plus, comme tout à l'heure, de faire apparaître, depuis un futur imaginaire, la singularité de ce qui semble aujourd'hui aller de soi. Il s'agit au contraire de dire que le futur va recouvrir, sous la restauration des continuités politiques et du discours analytique, restauré dans ses droits, la dimension proprement excessive de l'événement présent vis-à-vis de la rationalité et du calcul stratégique. Ce par quoi le présent dépasse. Et au fond, ce que Foucault fait en Iran en 1979, c'est d'essayer de saisir l'insurrection présente par différence ou par excès vis-à-vis de la façon dont elle s'inscrit dans un processus politique qui, comme il le dit, reprendra ses droits. L'enjeu, évidemment, c'est de savoir si ça suffit. Je veux dire que si cette manière de circonscrire le rôle d'alerte du philosophe à la seule dimension du présent est politiquement ou philosophiquement satisfaisante. Du point de vue politique, on pourrait objecter que certes Foucault prend un risque, en procédant ainsi, il prend le risque de se tromper, et le risque de se tromper n'est pas un mince risque chez un intellectuel, mais ce risque est toujours moindre que ceux que prennent les militants emprisonnés par l'arrivée au pouvoir d'un régime que l'intellectuel n'aura pas su voir ou dont il aura considéré que ce n'était pas son affaire de le voir. Le risque, au fond, c'est de tomber, avec cette ontologie du présent, dans l'une ou l'autre des positions qui, elles aussi, manient un certain genre de modestie, un certain genre d'arrogance. Soit la position du journalisme philosophique, qui va mettre
en scène la capacité du penseur à se porter héroïquement et en chemise blanche au chevet de l'événement. Ce sont les années où Foucault fraye avec les nouveaux philosophes. Soit, autre option, une sorte d'enthousiasme ou de ce que Kant appellerait une Schwärmerei, de l'insurrection, qui finit par se satisfaire du fait que l'insurrection soit sans avenir, comme dirait le comité invisible, maintenant. Pour sortir de ces apories politiques, pour sortir de ce que je considère être des apories politiques, je ne prétends pas en la matière avoir la science infuse, il faut se demander si, au sein, au cœur ou au creux du présent que Foucault interroge, il y a des ouvertures possibles, des creux, des failles ou des fêlures qui le débordent de lui-même. Au fond, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que dans la manière dont Foucault conçoit une pensée au présent, on trouve quelque chose, des voies sont ménagées pour troubler ce que l'exaltation du contemporain peut avoir de narcissique. Parce qu'au fond, il y a un narcissisme à penser au présent le présent. Et Narcisse, comme vous le savez, se noie dans la mer où nagent les poissons. C'est pas la mer, d'ailleurs, c'est une rivière. Il me semble que de telles fractures, de telles fêlures, on en trouve chez Foucault à l'intérieur du présent. Et qu'on en trouve au moins de deux genres. La première de ces fractures, de ces figures, tient à ce que Foucault appelle la différence du présent. Parce que la différence du présent, ça n'est pas seulement la différence qui sépare le présent du passé, qui désajuste, qui distingue deux âges, le XIXe siècle, le XXe siècle, de telle sorte que chacun disposerait encore d'une forme d'identité à soi qui nous permettrait de les comparer de l'extérieur comme de réalités extérieures, comme on compare une poire et une pomme pour dire ça se ressemble, c'est deux fruits mais c'est pas le même, etc. La différence du présent, c'est plus compliqué. Je vous cite un passage de l'archéologie du savoir. La description de l'archive déploie ses possibilités et la maîtrise de ces possibilités à partir des discours qui viennent de cesser justement d'être les nôtres. Son seuil d'existence est instauré par la coupure qui nous sépare de ce que nous ne pouvons plus dire et de ce qui tombe hors de notre pratique discursive. Elle commence avec le dehors de notre propre langage. Son lieu, c'est l'écart de nos propres pratiques discursives. Avec ces formules, le dehors de notre langage, ne dit pas c'est ce qui est à l'extérieur de notre langage. L'écart de nos propres pratiques discursives, ce de marque l'appartenance tout autant que la relation. Tout se passe comme si le présent qui intéresse Foucault est un présent distendu entre ce que nous sommes en train de cesser d'être, sans pour autant pouvoir nous en prétendre exempts, guéris ou libérés, et ce que nous sommes en train de devenir sans que ce soit encore bien net. Et au fond, ce que fait Foucault, ce qu'appelle Foucault, ce que Foucault appelle la généalogie, c'est cela. Un certain genre de mise en résonance entre ces fêlures du présent et un passé lui-même parcouru de crispation, d'aberration, d'accélération invraisemblable, de ralentissement non moins invraisemblable. Prenez, par exemple, surveiller et punir. Dans Surveiller et punir, Foucault pose deux questions. 1. Entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe, l'Europe se couvre littéralement de prisons. Ça flambe. Première question. Deuxième question. À partir de là, la critique de la prison dénonce son caractère inefficace, la façon dont elle renforce la récidive. Ce discours-là est aussi ancien que la prison elle-même, et ça ne bouge pas. Surveiller et punir est l'histoire
d'une accélération et d'une ossification instantanée de ce qui d'un coup s'est accéléré. Mais pourquoi? D'où, comme on disait dans les années 70, d'où parle Foucault? Depuis quel présent cette aberration passée, cette histoire tantôt catatonique et tantôt convulsive, se laisse-t-elle voir ou lire? Eh bien, voici ce qu'il en dit. Que les punitions en général et que la prison relèvent d'une technologie politique du corps, c'est peut-être moins l'histoire qui me l'a enseigné que le présent. Au cours de ces dernières années, des révoltes de prison se sont produites un peu partout dans le monde. Leurs objectifs, leur mot d'ordre, leur déroulement avaient à coup sûr quelque chose de paradoxal. C'étaient des révoltes contre toute une misère physique qui date de plus d'un siècle. Contre le froid, contre l'étouffement et l'entassement, contre des murs vétustes, contre la faim, contre des coups. Mais c'était aussi des révoltes contre les prisons modèles, contre les tranquillisants, contre l'isolement, contre les services médicaux ou éducatifs. Autrement dit, le passé aberrant dont Foucault fait lever l'archive se laisse voir depuis un présent convulsif, où les révoltes font apparaître qu'une chose et son contraire coexistent, dans une sorte de, ce qu'on pourrait appeler, on a beaucoup parlé des hétérotopies chez Michel Foucault, de ce qu'il faudrait appeler, à mon sens, une hétérochronie. On n'a jamais fait, je me suis dit ça hier, je me suis dit, on n'a jamais fait une théorie des hétérochronies chez Foucault, alors que tout le monde s'extasie sur la notion d'hétérotopie. Ensuite, je me suis dit que c'était la chaleur et qu'il fallait que je me calme. Mais quand même, c'est une bonne idée. Une remarque. Relisant les lignes que je viens de vous lire, je me disais que ça n'était pas inutile de chercher chez Foucault les ressources critiques vis-à-vis du discours qui, aujourd'hui, entend d'une part distinguer nettement, clairement et une fois pour toutes, l'ancien monde et le nouveau monde, et d'autre part, faire valoir en guise de solution logique à toutes les contradictions une vague coexistence temporelle, vous savez, et en même temps. Eh bien, chez Foucault, interroger le présent, c'est interroger la façon dont la coexistence de temps incompossible et en même temps vaut non solution, mais violence. Et c'est interroger l'histoire pour ressaisir autrement la différence que nous sommes et que nous faisons. Premier creux, première complication, premier trouble dans ce présent que Foucault interroge. Symétriquement, un autre trouble encore, une deuxième chose, vient compliquer cette idée du présent et d'une pensée au présent. La complication, c'est aussi que, lorsque Foucault dit qu'il s'adresse à la communauté de ceux qui sont là, maintenant, de nous, eh bien, il semble parfois dire que, par un curieux paradoxe temporel, ce nous, cette communauté présente à qui s'adressent les questions présentes, il ne précède pas les questions. Il les suit. Il s'installe et se trouve emporté dans leur sillage, comme communauté à venir, comme l'ensemble ouvert par celles et ceux qui se reconnaissent comme affectés par la question. Dans un certain nombre de textes, le sujet des questions présentes est un sujet à venir. Je vous cite par exemple un texte que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Politique, polémique et problématisation ». Je cite « Mais encore faut-il bien déterminer ce que veut dire poser un problème à la politique. Richard Rorty fait remarquer que dans ses analyses, je ne fais appel à aucun nous, à aucun de ces nous dont le consensus, les valeurs, la tradition forment le cadre d'une pensée, définissent les conditions dans lesquelles on peut bien la valider. Mais le problème est justement de savoir si effectivement c'est bien à l'intérieur d'un nous qu'il convient de se placer pour faire valoir les principes qu'on reconnaît et les valeurs qu'on accepte. Ou s'il ne faut pas, en élaborant la question, rendre possible la formation future d'un nous. C'est que le nous ne me semble pas devoir être préalable à la question.
Il ne peut être que le résultat, et le résultat nécessairement provisoire, de la question telle qu'elle se pose, dans les termes nouveaux où on la formule. Le sujet des questions présentes est un sujet à venir. Cette formulation peut vous sembler abstraite, elle le sera peut-être moins quand j'ajouterai que le texte où cette idée trouve la formulation la plus directe, c'est le texte que Foucault consacre à la question des boat people en 1980 et au lancement d'un bateau pour aller secourir les boat people qui naviguent alors depuis la mer de Chine. Et voici comment commence l'adresse que Foucault lance alors, dans un texte très court qui s'appelle « Face au gouvernement, les droits de l'homme ». Nous ne sommes ici que des hommes privés qui n'ont d'autre titre à parler, et à parler ensemble, qu'une certaine difficulté commune à supporter ce qui se passe. Bien, il me semble que la question de l'accueil, aujourd'hui, est l'une de ces questions-là. En bref, vous voyez que, pour résumer, pour rassembler notre affaire, il me semble que le présent autour duquel Foucault entreprend de resserrer la focale, ce présent est comme deux fois recreusé. Une fois par la manière dont il se divise en lui-même, dont il se fracture, dont il appelle de l'intérieur à regarder un passé, à regarder ce que le passé peut avoir d'aberrant. Ça, c'est surveiller et punir. Et une autre fois par la façon dont, pour peu qu'on y prenne garde, les questions qui traversent l'horizon contemporain ne sont pas des questions ouvertes, ce sont des questions ouvrantes. Ce sont des questions instauratrices d'un espace que seul pourra venir peupler la communauté indécise de ceux et de celles qui s'y trouvent convoqués. Encore une fois, la question de l'accueil, dans le disparate de ceux qu'elle concerne aujourd'hui, me paraît être une telle question. Alors, comment on pourrait appeler ça? Comment pourrait-on appeler cette posture ou cette position que je viens d'essayer de décrire, cette espèce de manière, d'une part, de refuser de sacrifier le présent à l'avenir, mais d'autre part, de rester aux aguets sur ce que le contemporain peut avoir de problématique, de rester aux aguets par rapport à ce à quoi le présent échappe à lui-même, si vous voulez. Comment est-ce qu'on pourrait caractériser cette façon de refuser de choisir entre une pensée de l'immanence au présent et une pensée de l'imminence de ce qui va venir? Si on regarde chez Foucault, si on cherche, il y a un texte. Et dans ce texte, il y a un mot. Et un mot qui conviendrait assez bien. C'est compliqué. Le texte, c'est une rareté, c'est une curiosité. Un texte qui s'appelle « Guetter le jour qui vient », qui appartient à la série des textes critiques que Foucault écrit dans les années 60 à propos de la littérature. En l'espèce, à Roger Laporte, dont il déploie la leçon philosophique comme il le fait ailleurs de Blanchot, de Bataille ou de Flaubert. À une différence près, c'est que dans ce texte-là, Foucault parle non pas d'espace, toutes ces catégories critiques à l'époque sont des catégories de l'espace, mais du temps. C'est peut-être le seul texte dont le temps soit le motif central dans ces textes sur la littérature. Donc une curiosité. Il faut faire attention de ne pas toujours considérer que les curiosités sont des clés secrètes laissées là pour l'archéologue qui saura voir ce que personne n'a su voir avant lui. Mais le mot que Foucault emprunte à Roger Laporte et dont il fait jouer les connotations, ce mot, lui, n'est pas étranger à son vocabulaire. Ce mot, c'est celui de veille. Je vous cite deux passages de ce très beau et très étrange texte. La veille de Roger Laporte ne raconte pas la méditation d'un soir. Veiller, pour Laporte, c'est être non d'après le soir, mais d'avant le matin, sans aucun autre avant que cette avance que je suis moi-même sur tous les jours possibles. Et dans cette nuit, dans ce pas encore du matin, qui est gris plutôt que noir,
Et comme diaphane à sa propre transparence, le mot de veille scintille doucement. Un peu plus loin. Cela seulement veille qui dit le pas encore du lendemain. La veille, c'est le jour qui précède. Ou mieux, c'est ce qui précède chaque journée, toute journée possible, et celle-ci, justement, où je parle, d'où je parle, puisque mon langage remonte d'elle jusqu'à ce qui anticipe sur elle. La veille, ce n'est pas l'autre jour, celui d'avant, c'est aujourd'hui, maintenant même. Ce défaut est à la fois cet excès qui déborde le jour, et d'où le jour ne cesse de venir, lui qui peut-être ne cessera jamais de n'être pas encore venu. Ce qui est aux aguets dans cette vigilance de la veille, ce n'est pas moi, c'est le recul du jour. Il me semble que se dessine là un volume intéressant, un écart. Écart d'abord, bien sûr, entre la veille comme le temps d'hier et la veille comme l'acte de veiller, entre l'antécédence et la vigilance. Double sens. Mais vous aurez noté combien Foucault s'applique à faire glisser chacune des deux significations dans l'autre. L'acte de veiller, c'est la vigilance, mais c'est déjà l'anticipation. Et la veille, c'est, comme il le dit, aujourd'hui, maintenant même. Ce que Foucault appelle ici la veille se tient donc à mi-distance entre un état des choses, une certaine complexion de l'être, et, disons, cette aube encore grise, et un acte ou un exercice. Du coup, le texte prend comme en écharpe, alors ça c'est intéressant quand on lit beaucoup Foucault, deux états de la pensée de Foucault. C'est comme s'il rapprochait le début et la fin. S'il rapprochait les premiers textes, 1961, l'histoire de la folie, je cite, la déraison continue de veiller dans sa nuit, mais dans cette veille, elle noue alliance avec de jeunes pouvoirs. Et de l'autre côté, les tout derniers textes où Foucault s'intéresse aux exercices de vigilance, à la façon dont les sujets depuis l'Antiquité s'appliquent à se transformer eux-mêmes pour devenir plus attentifs aux problèmes de leur temps, aux problèmes que leur temps leur pose. Il y aurait donc la veille, comme ce maintenant même qui simultanément anticipe sur le jour à venir, et vous voyez, cette manière d'être à la fois déjà du passé et encore du futur, et la veille comme cet exercice de vigilance qui marque moins la prise de recul qu'une certaine façon de se rendre sensible au présent. Comme disait Foucault, je perçois l'intolérable. Et s'il fallait se demander ce qui peuple cette veille, eh bien on trouverait. D'abord, on remarquerait que tout surveiller et punir est marqué par la question de la surveillance, du surveillé, mais aussi de la malveillance, du malveillé. C'est la définition même des disciplines. Cette, voyons, comment est-ce, cette attentive malveillance qui fait son grain de tout. Il faudrait donc penser une veille ou une veillance qui ne soit ni surveillance ni malveillance, une sorte d'anti- ou de contre-vigilance. Et en quoi consisterait-elle, cette veille? Eh bien, elle pourrait consister à veiller, cette attention que les vivants doivent aux morts, et à veiller sur cette sollicitude ou ce souci que les vivants doivent aux vivants. Ce serait, d'un côté, faire ce que fait Foucault dans ce texte sur les migrants. On ne disait pas les migrants, on disait les boat people. Quand il écrit « Le malheur des hommes ne doit jamais être un reste muet de la politique », il fonde un droit absolu à se lever, à s'adresser à ceux qui détiennent le pouvoir. Veillez sûr. Puis ce serait faire ce que Foucault fait dans la vie des hommes infâmes, lorsqu'il déterre des archives de l'internement ces petits billets qui ont décidé au XVIIe siècle de la vie et de la mort des internés et qu'il leur dresse, qu'il leur érige, en tout cas il a projet, de leur ériger un monument à ces morts que l'on n'a jamais, d'une certaine façon, veillé. Un mot donc, pour finir. Sur la formule « demain la veille », la formule dont j'avais fait par anticipation, par précipitation, un peu à l'aveuglette, c'est comme ça qu'on choisit ses titres, hein, toujours. Quand j'avais fait un mot de passe possible,
pour explorer ce que Michel Foucault pourrait avoir encore à nous dire du temps, de la critique du temps et de notre temps critique. Demain la veille. On voit que la formule pourrait d'abord désigner toutes ces formes de prophétisme radical ou de progressisme bien tempéré. C'est pas demain la veille, mais faites-nous confiance. Toute posture que Foucault récuse absolument, dont il tient à séparer radicalement la posture critique, non pas parce qu'il n'aime pas sacrifier l'immédiat au long terme, mais parce qu'il se méfie des formes d'autorisation, d'asymétrie, de pouvoir que la modernité a installées dans ce discours d'avenir. Demain la veille, on voit aussi que cette même formule pourrait, par le télescopage qui s'y organise entre le passé et le futur, demain la veille, caractériser assez précisément cette disparité du présent, ce disparate qui fait le moment où nous sommes, qui est à la fois en retard, toujours à la fois en retard et en avance sur lui-même, ce que j'ai proposé d'appeler, c'était certainement la chaleur, son hétérochronie. Par quoi le présent communique avec une histoire entendue elle-même comme discordance des temps. Demain la veille, il me semble que cette formule pourrait enfin ressembler à une invitation. À une invitation à cultiver en soi cette sensibilité à ce qui met le présent hors de soi. Sensibilité qu'il faudrait alors situer entre la vigilance, la mémoire et la sollicitude, ou entre l'alarme, le deuil et l'attention au vivant. Ou pour le dire avec les mots d'Henri Michaud, puisque vous aurez compris que je n'ai là rien fait d'autre que de commenter le poème que je vous ai proposé au départ, laisser grandir en soi l'urgence de l'incendie, écouter ruisseler les menaces, seraient-elles aussi anciennes que la mer, et apprendre, comme l'agouti, à trembler en dormant. Je vous remercie.